Place maintenant à l'invité au cœur de l'info. On va parler de l'Inde ce soir, de sa société et notamment de sa hiérarchie sociale vieille de plusieurs millénaires qui divise la population en castes, à l'origine d'inégalités criantes à l'encontre de ceux qui sont à la base de cette échelle sociale, les Dalits, dites aussi les intouchables. Ils représenteraient les 2 tiers de la population indienne et leurs conditions de vie sont particulièrement difficiles. Et encore plus quand on est une femme, outre les discriminations, celles-ci sont aussi régulièrement victimes de viols, voire d'assassinat en toute impunité. Et c'est sur cette réalité très crue qu'un jeune journaliste français, réalisateur de documentaires, voulait enquêter. Un travail qu'il a conduit tout droit en prison où il a connu des conditions de détention extrêmes. Et ce journaliste est notre invité justement ce soir, Valentin Hainaut. Bonsoir Valentin, auteur donc de J'avais un rêve indien dans l'enfer de la prison de Gorakhpur qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Alors on commence par le début. Il y a donc un peu plus de 2 ans, c'était en 2023, vous vous rendez en Inde pour 2 mois environ pour réaliser justement un documentaire sur les Dalits, des familles Dalits au Jharkhand, au Bihar et en Uttar Pradesh. Donc on va voir apparaître sous peu une carte des États donc, que vous avez visité pour réaliser donc, cette enquête. Vous rencontrez à l'époque beaucoup de monde dans de nombreux villages et alors votre vision, disons, idéalisée de l'Inde s'évapore et vous êtes confronté à la dure réalité du pays. Oui, je suivais une dame qui s'appelle Sima Gautam et qui est une activiste dalit qui elle-même a subi des violences graves au cours de sa vie. Sa mère a été assassinée, enfin, on est dans des cadres de violence extrême et qui essayait de faire en sorte que les crimes qui sont commis en Uttar Pradesh soient punis. Et on la voit ici, justement. Oui, c'est elle dans une de ses... Elle part en campagne dans les villages un petit peu partout en Inde pour essayer de convaincre les Dalits, donc les intouchables, qui appartiennent à la plus basse caste, de se révolter et de réclamer des conditions de vie meilleures. Et donc, vous avez suivi cette activiste, vous interrogez aussi de nombreuses personnes Dalits. Votre vol retour est prévu en octobre 2023. Vous espérez donc retourner en France pour trouver des financements pour réaliser donc un documentaire à ce sujet. Or, le 10 octobre, si je ne me trompe pas, vous participez à une manifestation justement dans cette ville de Gorakhpur, dans l'Uttar Pradesh, une manifestation qui ne plaît pas évidemment aux autorités. Oui, bon, qui ne plaît pas aux autorités, je ne sais pas, parce que c'est une manifestation, mais c'était quelque chose de très pacifique. C'était quelques milliers de paysans, surtout des femmes, qui étaient venus faire un sit-in devant la préfecture de Gorakhpur, et puis qui étaient là et qui prenaient la parole. C'était quelque chose d'organisé, de déclaré. C'est aussi pour ça que j'y suis allé, sans trop de crainte. Et j'ai eu tort. Et qu'est-ce qui se passe alors vous êtes alors arrêté ? Ouais, tout va très très vite. Je me montre au départ simplement. Et mon arrivée crée une espèce d'effervescence pour déjà parler... Parce que vous êtes vu comme donc un étranger qui peut éventuellement porter la parole de ces Dalits, c'est ça, à l'étranger ? Oui, enfin le fonctionnement, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, les Dalits qui étaient sur la scène en train d'intervenir ont aussi profité de mon arrivée. Ils ont dit, nous avons notre partenaire étranger, le monde entier est avec nous, donc... Tout le monde se lève pour m'applaudir et du coup je deviens le centre des regards un petit peu malgré moi et oui 20 minutes plus tard je suis entouré par une dizaine de policiers inquiets, des policiers inquiets qui se demandent pourquoi je suis là. Enfin, il y a tout de suite une suspicion, une présomption de culpabilité, je pense. Alors justement on va visionner une image de cette arrestation que vous nous avez transmise et c'est d'ailleurs votre carte blanche du jour, une image qui va apparaître à l'instant. On vous voit d'ailleurs sourire. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Bon, là, ça fait 30 heures que je suis au poste de police et que je comprends qu'à moitié ce qui se passe. On est toujours à me dire, vous sortez dans 5 minutes, vous sortez dans 5 minutes. Donc on m'entretient dans cette idée que je vais bientôt sortir. Et en même temps, on prend mes empreintes, on me mesure, on constitue une fiche. Donc je sens bien qu'ils sont en train de me mentir. Et là, ils me prétendent qu'on va faire une photo pour pouvoir me présenter à un juge. Et moi, je comprends que c'est une photo qu'on va mettre dans les médias.
que c'est ça le but, parce qu'ils veulent tous être sur la photo pour montrer qu'ils ont arrêté un dangereux terroriste étranger. Et du coup, je me dis que il y a un peu de provocation peut-être au bout de la fatigue, et puis je me dis que je vais essayer de désamorcer leur propagande en apparaissant comme tout sauf quelqu'un de dangereux. Détendu, quoi. Comme quelqu'un de détendu et de souriant, quoi. À la limite un bonnet qu'on n'a pas de raison d'arrêter, quoi. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que vous parlez de terroristes étrangers? Qu'est-ce qu'on vous reproche, du coup, assez rapidement? Au début d'être là, dans les interrogatoires, pourquoi êtes-vous à Gorakhpur? Qu'est-ce que vous faites à Gorakhpur? Enfin, il y avait cette idée que ma simple présence, c'était quelque chose de douteux, mais on va pas me dire en fait ce qu'on me reproche. Jusqu'à ce que j'aille en prison, je sais pas du tout ce qu'on me reproche. 2 jours après, à l'intérieur de la prison, je vois des journaux arriver. Et dans les journaux, il y a des doubles pages avec mon portrait et qui détaillent absolument tout le contenu de mon sac, la moindre brosse à dents, et qui parlent d'un complot présumé qui aurait été héroïquement arrêté par les policiers de Gorakhpur. Et donc là, on commence dans la prison je commence à entendre des gens à mon passage dire que je suis terroriste. Et là, je commence à avoir très peur. Je me dis, si on m'accuse vraiment de terroriste, c'est un gros problème. On vous je vais pas sortir bientôt. D'être à la tête d'une conspiration internationale. Il y a une méfiance généralement, disons, à l'encontre des journalistes étrangers qui sont présents dans le pays. Je pense qu'il y a une méfiance, et dans mon cas, il y a plus qu'une méfiance, c'est qu'il y a une instrumentalisation. Ils vont utiliser mon cas pour montrer qu'on ne se laisse pas faire, pour aussi jeter le discrédit sur le mouvement Dalit en sous-entendant qu'il est piloté de l'extérieur, que c'est pas un vrai mouvement indien, mais que c'est quelque chose qui est fait pour semer la discorde dans la ville de Gorakhpur. Et on vous accuse aussi d'être, disons, un membre ou même un leader de la guérilla naxalite, cette rébellion maoïste née dans les années 60 en Inde et qui s'érige justement en défenseur des sous-castes et notamment des Adivasis, ces aborigènes indiens. C'est le fait de s'intéresser aux sous-castes qui leur pose problème? Oui, c'est le fait de s'intéresser aux sous-castes. Alors cette accusation de maoïste urbain, c'est quelque chose qu'on va faire peser contre beaucoup d'activistes. Enfin, c'est presque un réflexe dès qu'on veut discréditer quelqu'un et sous-entendre qu'il n'est pas dans l'idéologie pro-hindou et pro-régime. Donc je pense que ça fait partie d'un vocabulaire. Et puis on était dans une inflation de suppositions. Tout était permis, quoi. Et les Naxalites qui avaient été érigés il y a plus de 10 ans maintenant comme la menace numéro 1 par le Premier ministre Narendra Modi pour l'Inde elle-même. Et là, du coup, vous réalisez que vous risquez gros. Bah oui, surtout qu'il y a des lois spéciales qui sont passées dans les dernières années en Inde, des lois de sédition, des lois antiterroristes, et qui sont dérogatoires au régime juridique qui déjà n'est pas très protecteur des libertés. Et sur ces bases-là, il y a beaucoup de journalistes qui sont en prison depuis 3-4 ans, en détention provisoire, sans avoir de procès. Donc je sais que c'est quelque chose de possible, et je me dis, ça commence à chauffer, ça peut s'appliquer à moi. Il se trouve que finalement, ce dont on va m'accuser, c'est de financement illégal. Bon. Vous êtes donc incarcéré dans quelles conditions ? Alors, la prison est immense. C'est une prison de 3000 détenus. On n'est pas dans des cellules, on est dans des grandes baraques. C'est le mot qu'ils utilisent, baraques, de 200 personnes qui ressemblent un petit peu à des écuries, où il n'y a rien. C'est du béton avec un sol en béton. Alors, les uns ou les autres peuvent avoir un drap ou peuvent avoir un oreiller. Et la première nuit, je suis dans la baraque la plus peuplée. J'ai même pas la place de me retourner ni à gauche ni à droite. Je suis obligé de dormir sur le côté. J'ai le souffle de chacun des détenus et leur ronflement dans mes oreilles. Il n'y a absolument aucun espace. Après, je vais aller dans une autre baraque, celle des cas psychiatriques. Dans le pavillon des fous ? Dans le pavillon des fous, oui. On va me muter là-bas. C'est plutôt Des gens qui sont devenus fous à cause de la prison ? Il doit y en avoir, oui, qui l'étaient aussi, parce que je pense que c'est facile de rejeter la responsabilité sur les cas psychiatriques et que c'est aussi une façon de régler des affaires de crime, malheureusement, de faire porter la responsabilité à des gens faibles ou fragiles. Ouais. Et en prison, donc, vous rencontrez aussi beaucoup de personnes condamnées pour des histoires de mœurs, parfois à des peines très longues, des journalistes indiens aussi, une justice qui discrimine les basse-castes et qui les envoie en prison pour des motifs... Oui, pas que les basse-castes, les minorités en général, les musulmans. Alors on a énormément d'adolescents musulmans en prison, qui sont des jeunes garçons
naïfs de 17 ans, de 18 ans, qui ont eu le malheur d'avoir une histoire d'amour, soit avec une jeune fille hindoue, soit avec une jeune fille d'une autre caste quand c'est des Dalits. Donc cet instrument-là, alors on les accuse de kidnapping, de harcèlement sexuel. Donc c'est une façon de discréditer, oui, les Dalits, les musulmans. Et ensuite, beaucoup d'opposants politiques qui sont pris dans des affaires prétextes. Et moi, j'avais notamment un compagnon de cellule dans le livre, je l'appelle le spectre, parce qu'il est là depuis 10 ans et il arrive à un état spectral où il n'arrive plus vraiment à articuler. Et lui a eu le malheur de dénoncer Yogi Adityanath, qui est le gouverneur de l'Uttar Pradesh et qui est Alors effectivement, ce Yogi Adityanath dont on va voir une photo, c'est un moine fanatique dont le fief est justement ce village de Gorakhpur. Il est très lié donc à l'extrême droite hindoue et lié aussi à Narendra Modi. Oui, c'est un grand homme du régime. Certains disent qu'il est plus puissant que Narendra Modi, certains disent que c'est son successeur. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'influence et qui est dans la surenchère et qui fait régner dans sa province d'Uttar Pradesh une violence extrême. Et ces discriminations. Discrimination en particulier contre les musulmans et en second lieu contre les Dalits, contre les Basques. C'est un Thakur. Les Thakurs, c'est une caste de guerriers. Bon, il a plus grand-chose de guerriers, manifestement, mais c'est eux qui ont le plus de pouvoir en Uttar Pradesh et qui sont dans tous les postes de pouvoir. Comment est-ce Presque un fonctionnement mafieux, les castes, au niveau du gouvernement. Comment est-ce que vous en sortez alors ? Comment est-ce que j'en sors ? Alors, au début, j'en sors sur bail, c'est-à-dire sous caution, parce qu'un juge d'instruction me libère. Je pense que j'ai eu énormément de chance, parce que tout le monde n'arrêtait pas de me répéter dans la prison que personne ne sortait jamais à ce stade-là. Quand vous y êtes, en général, vous y êtes pour longtemps. La seule façon de sortir, même sous caution, c'est en appel. La première cour ne va jamais vous libérer. Moi, si. Elle m'a libéré. La juge est venue me voir en prison. Donc, je pense qu'elle a dû prendre ce cas un peu à bras-le-corps. L'ambassade l'ambassade, française non. aussi ? Non, l'ambassade, jamais. Non, l'ambassade ne m'a apporté aucune aide. Ni même une aide minimale. Le fait de trouver un avocat... Pourquoi, selon vous ? En partie par incompétence, parce qu'il y a un système de remplacement des consuls et des ambassadeurs. Donc, le consul, quand il est arrivé, il était là depuis 2 mois. Je pense sincèrement qu'il ne connaissait pas la façon dont fonctionnait le système judiciaire indien, qu'il n'avait pas de contact, de numéro d'avocat. Et ensuite, pour ne pas se fâcher avec les Indiens, alors j'ai senti une peur de se fâcher avec l'Inde. Moi, je leur demandais à la fin juste de lever un avis de recherche qui m'aurait permis de sortir quand déjà l'affaire judiciaire était finie. Ils refusaient de contacter les autorités indiennes par peur de les braquer. Donc il y avait cette idée que utiliser même un tout petit peu de crédit pour moi, c'était quelque chose qui leur serait défavorable. Et puis, la vraie raison, je pense qu'on entretient de façade des relations très amicales avec l'Inde, mais c'est des relations surtout économiques, donc de vente d'armes. Je pense que les droits humains d'un petit journaliste comme moi, ça rentrait pas en ligne de compte, ça faisait pas le poids. Et donc les circonstances de la sortie de prison ? Les circonstances de la sortie de prison, donc libéré sous caution, et ensuite perdu en Inde, sans passeport, visa annulé. Donc errant. Errant, impossible de même aller dans un hôtel. Je devais me cacher, sinon ils m'auraient mis dans un centre de rétention. Alors un centre de rétention, c'est encore pire qu'une prison, je crois, les conditions de ce que j'en ai entendu. Je me suis retrouvé face à une alternative. Alors soit rester des années comme ça en espérant qu'un jour quelque chose de positif arrive, soit plaider coupable. Et j'ai décidé de plaider coupable. Alors, je ne sais toujours pas de quoi j'ai plaidé coupable, mais j'ai plaidé coupable. Et il y a eu un arrangement entre mes avocats et le juge qui incluait un pot de vin. Alors, je ne sais pas exactement comment. Et je suis arrivé à un moment à Gorakhpur. On m'a dit de me lever. Le juge m'a demandé si je confessais mon crime. J'ai confessé mon crime. Donc, crime, à leurs yeux, c'est de porter la parole et les histoires, justement, de ces Dalits. C'est un sujet véritablement tabou. On sait que le pays est très mal classé dans le classement RSF de la liberté de la presse, mais ça fait partie des sujets les plus tabous en Inde.
Oui, oui, puis il y a cette idée que... Je ne sais pas si c'est tellement un sujet tabou en Inde, parce qu'en Inde, de caste, on en parle tout le temps. Il y a des statuts pour les castes, il y a des partis politiques qui sont liés à certaines castes. Donc je ne pense pas que ça soit un tabou en Inde. En Inde, ça peut donner lieu à du clientélisme. Enfin, c'est quand même un sujet qui est sur la table. C'est à l'étranger que c'est quelque chose qui ne doit pas être... Je pense qu'il y a vraiment une diplomatie indienne, un soft power, qui est basé sur le yoga, sur cette espèce d'image d'une Inde spirituelle, médiatrice, qui peut faire le pont entre les nations et de plus grande démocratie au monde aussi. Cette idée, oui, de plus grande démocratie au monde, ce qui ne veut pas dire grand-chose, et puis c'est plus vraiment une démocratie. Mais je pense qu'ils font tout pour que les journalistes étrangers puissent pas couvrir et présenter cette image d'une Inde extrêmement inégalitaire. Et puis violente aussi. Violente, et puis quasiment fascisante, parce que le projet d'Hindutva, le projet hindouiste que porte Narendra Modi, c'est un projet de pureté, c'est un projet de milice aussi, de milice de la jeunesse, donc c'est un projet extrêmement dangereux et dystopique. Enfin, donc l'Hindutva, justement, ce nationalisme hindou déployé donc par Narendra Modi depuis plus de 10 ans maintenant, justifie aussi cette, vous avez commencé à en parler, mais cette politique discriminatoire à l'encontre de la population musulmane. Vous diriez que ce sont même des citoyens de seconde zone aujourd'hui ? Oui, c'est plus que des citoyens de seconde zone. Je crois qu'on fait tout pour... Moi, ça, je l'ai vu surtout depuis la prison. Enfin, j'ai vu au sein de la prison comment les détenus musulmans étaient tous isolés dans une seule baraque et n'avaient pas le droit de prier au vu et au su de tout le monde. Mais effectivement, on fait tout pour que les musulmans ne puissent pas se marier avec des femmes hindoues, et pour que les musulmans ne puissent pas s'installer dans des quartiers hindous. Donc il y a des logiques de ségrégation. Et ensuite, dans le discours public, on instrumentalise l'ennemi intérieur. Voilà, c'est la 5e colonne, c'est l'ennemi intérieur. Et parallèlement donc à ces discriminations dont sont victimes les minorités, notamment les musulmans, il y a depuis plusieurs années maintenant une véritable mainmise sur tous les pouvoirs, notamment le judiciaire, par le pouvoir central. Justement, est-ce qu'on peut encore parler de première démocratie au monde ? Je pense pas. Enfin, la mainmise, elle est claire. Moi, je l'ai vu depuis la prison. C'est celui qui conteste va se retrouver en prison pour des faits très graves, et il va ensuite mettre une vie à prouver qu'il est pas coupable. Donc là, le fait que la machine judiciaire, que la prison, la justice soit utilisée pour faire taire, c'est une certitude. Et à grande échelle. Merci beaucoup Valentin Hainaut d'avoir témoigné ce soir sur France 24 sur votre expérience glaçante de la prison en Inde. Et je rappelle donc votre livre qui vient de paraître, J'avais un rêve indien, dans l'enfer de la prison de Gorakhpur, aux éditions Bucher-Chastel. Merci encore d'être venu nous voir. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous.